pour l'analyse de ce jour, j'ai à mes côtés Oumar Adeyandou. Bonjour. Bonjour Carole, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs. Hugues Zogo, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Oumar, bonjour également aux téléspectateurs et aux auditeurs de la Diaspora FM. Un plaisir de vous retrouver à deux sur ce plateau. Voilà, nous allons démarrer avec le tout premier sujet. Il s'agira de la candidature de Daniel Eda. Hugues Zogo. Bon, c'est heureux que nous ayons officiellement à la une des journaux une candidature déclarée, celle de Daniel Eda. Quand vous parcourez un peu les canards de ce jour, vous voyez la figure. Il n'est pas le premier? Bon, je me permets de dire... Avant lui, il y en a eu? Il y a eu Libertin Covid. Non, pas du tout. Il y a le panafricaniste Kémy Séba qui a eu à déclarer également officiellement sa candidature. Est-ce que vous l'aviez vu sur le territoire national? Donc pour moi, c'est heureux, hein, c'est heureux que nous ayons eu un candidat déclaré déjà. Ça démontre que 2026, effectivement, pourra nous permettre aux Béninois de vivre ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Ceux qui étaient peut-être sceptiques pour se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura effectivement des élections en 2026, notamment les élections présidentielles, viennent d'avoir à partir de cette décision prise par notre compatriote Daniel Eda qu'effectivement nous irons aux urnes. Le Bénin, c'est un peuple assez pacifique. Le Bénin sait faire les choses dans de très bonnes conditions. Et donc pour moi, c'est heureux. Bravo au présidentiable Daniel Eda. Ce n'est pas la première fois qu'il se positionne sur la liste de départ. Et donc c'est un candidat très sérieux. Vous savez, il a déjà présenté un programme de société par le passé. Il n'a peut-être pas encore eu la chance de bénéficier de la confiance de la majorité des Béninois, susceptible de lui permettre de se retrouver à la tête de notre pays. Mais on lui souhaite beaucoup de courage. C'est le cas également. Sa sortie aussi présente son projet de société. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, vous savez, le peuple béninois... Donc il est tout sérieux. Oui, le peuple béninois a quand même eu la chance de vivre beaucoup de choses au point où l'on puisse choisir un chef d'État sans projet de société. C'est vrai que généralement, on a tendance à croire que nous arrivons à élire des chefs d'État sans pouvoir lire le contenu de leur projet de société. Mais il faut admettre qu'il y a quand même, autour de ces présidentiables-là, un certain nombre de leaders qui, d'une manière ou d'une autre, apprécient le contenu du projet de société soumis par le candidat. Et ce sont ces leaders-là maintenant qui vont vers les communautés à la base pour dire oui, vous pouvez voter pour telle personne parce que visiblement élu pourrait vous permettre d'avoir tel ou tel autre acquis. Donc pour moi, c'est heureux. Ce qui se vit là, c'est une très bonne note pour notre démocratie. Et Daniel Eda, premier candidat déclaré, comme je le disais tout à l'heure, il se retrouve sur le territoire national. Et donc, la peur de... Quand on est sur le territoire national, on ne doit pas déclarer sa candidature. Il vient de mettre fin à ce mythe-là. Et il vient de démontrer aussi que tous les Béninois, ayant déjà l'âge de la quarantaine et qui remplissent pratiquement toutes les conditions pour être présidentiables, ont la liberté de dire oui, je suis candidat dans mon pays pour être à la tête du Bénin à partir de 2026. Oumar Adeyandou, votre lecture. Carole, oui, je vais dire comme Hector que c'est heureux qu'il se présente, mais pour une raison bien précise. Hein. Moi, ma raison, c'est que ça nous donne de la matière, en tout cas, pour opiner ce matin. Au-delà de ça, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est vraiment heureux quand on connaît le contexte aujourd'hui, quand on connaît les tests qui sont en place aujourd'hui. Moi, je voulais même poser la question avant que Hector ne dise qu'il est sur le territoire national. Je voulais demander, est-ce que M. Eda est vraiment au Bénin? Je voulais poser la question. Je ne sais, parce que je me posais vraiment la question, et c'est sincère. Parce que s'il est vraiment au Bénin, il doit savoir que,
C'est un duo désormais. Voilà, c'est un duo de candidats. C'est la première des choses. C'est des candidatures portées par des partis politiques et il faut des parrainages. C'est vrai que pour la question des parrainages, dans son discours qu'il a fait sur les réseaux sociaux, il en a parlé. Il a dit oui, que lui, il espère que les élus vont lui accorder leur parrainage et tout. Oui, bon, ça, espérons-le. Mais au-delà de ça, quel est le parti qui le porte aujourd'hui? Bon, moi, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Ça, c'est moi, mon avis. C'est des candidatures que moi, je mets dans le même ordre que ceux de Kémy Séba, Bertin Kovi. Et voilà, c'est des candidatures, ils le disent comme ça, dans l'espoir que peut-être un parti politique les coopte et leur disent venez donc au sein de notre regroupement pour que nous puissions donc et voir comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble. Peut-être que c'est son intention. Et si c'est ça son intention, là c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais de quel parti est-ce qu'il se rapproche aujourd'hui? Est-ce que c'est son parti? Je crois il est président de Il fera beau demain ou bien quelque chose comme ça. Voilà, je crois que c'est son. Voilà. Mais est-ce que c'est ce parti-là qui va le porter? Ce parti-là, c'est quoi, comment on appelle là, sa posture sur le plan sur l'échiquier politique aujourd'hui, en tenant compte bien sûr des tests et de nouveaux codes que nous avons aujourd'hui au Bénin. Voilà. Tout ceci mis en lien, comment est-ce qu'il fait pour aller vraiment aux élections? Il faut se dire la vérité. Est-ce que ce n'est pas une candidature aussi pour juste venir dire, voilà, moi aussi j'existe toujours? Et si c'est pour juste dire j'existe toujours, mais il y a d'autres options. Il faut intégrer désormais les partis, les grands, parce que c'est ce qu'on veut désormais au Bénin, les grands rassemblements. Okay, de grandes institutions qui vont porter donc des valeurs, qui vont porter donc les visions des différentes personnes qui sont au sein de ces partis-là. Donc, qui sont des institutions bien fortes, des partis politiques avec une véritable envergure nationale, et tout le monde pourra donc cheminer ensemble. Je pense que c'est sur ce chemin-là qu'on est désormais. Et peut-être qu'il faudra peut-être le rappeler un peu aussi à tous ces acteurs politiques-là qui voudront donc se déclarer candidats. La donne a changé. La donne a véritablement changé. Donc, à M. Eda, désormais, de voir s'il est du courant, je ne sais pas moi, de l'opposition. Je crois qu'on a au moins deux partis de l'opposition aujourd'hui qui sont de potentiels partis qui peuvent donc porter des candidatures à la présidentielle. Les démocrates, les FCBE. Pourquoi ils ne se rapprochent pas de l'un de ces partis-là? Parce que oui, mais dans tous les cas, on ira aux élections avec les règles que nous avons là maintenant. Forcément. Avec le code que nous avons là. Ce sont les règles que nous avons choisies pour le moment. Et on ira aux élections avec ces règles-là. Ça sert à quoi de vouloir... Bon, moi, je ne comprends pas très bien. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Peut-être que M. Eda viendra après aussi nous dire des choses qui vont un peu plus nous éclairer. Mais pour le moment, moi, je me demande à quoi ça sert une telle candidature qui n'est pas portée par un parti capable donc de pouvoir donc présenter un duo de candidats à la présidentielle. C'est qui son colistier? La donne a changé. Il faut nous expliquer les choses véritablement. On n'est plus en 2016. C'est vrai qu'en 2016, il est venu, il était candidat. Bon, c'était la donne en ce moment, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Comment est-ce qu'on fait? Donc moi, ce sont ces interrogations-là que j'ai et que je me demande, est-ce que c'est vraiment une candidature très sérieuse? C'est mon avis. Hein, déjà même le colistier, disons-nous la vérité, on dit duo de candidats. Tu viens seul, tu dis je suis candidat. Bon. Il y a déjà problème à ce niveau. Personne n'a voulu peut-être l'accompagner dans ce choix? Je pense quand même qu'il faut qu'on puisse approfondir davantage la réflexion par rapport à la candidature de M. Daniel Eda. D'abord, il est le président du mouvement Nous le ferons, NLF. Et au-delà du fait qu'il se retrouve être président de ce mouvement-là, il appartient quand même à la classe de l'opposition. Vous savez qu'il y a un cadre de concertation de l'opposition. Donc, il fait partie intégrante du cadre de concertation de l'opposition. Et toutes les fois où l'opposition s'est retrouvée à décrier le mot de gouvernance de Patrice Talon, M. Daniel Eda quand même fait partie de ces leaders politiques qui prenaient la parole. Il n'est pas resté assez caché au point où aujourd'hui on puisse dire est-ce qu'il est effectivement de l'opposition, est-ce qu'il est de la mouvance, à quel jeu joue-t-il? Tout Béninois quand même qui a pris du temps pour le suivre, ne serait-ce que pour les 2 ou les 3 dernières années, peut être d'avis de manière systématique que M. Daniel Eda est un opposant à Patrice Talon. Et ça, c'est une bonne note. Pour moi, c'est une bonne note parce que nous sommes dans un régime démocratique. Et il ne faut pas donner l'impression de ce que c'est seulement ceux qui se retrouvent à partager
je vais dire, le même avis que le chef de l'État en place, que c'est seulement ceux-là qui ont droit à la parole, surtout en termes de vision politique du pays. Aujourd'hui, c'est un opposant qui déclare sa candidature. Ça démontre que d'hier à aujourd'hui, vous n'avez pas appris qu'il a été arrêté. Parce qu'on vous dira, oui, parce qu'il a déclaré sa candidature, on peut l'arrêter. Donc, pour moi, nous devons travailler à enlever déjà ces questions de subjectivité de la tête de nos compatriotes. Daniel Eda, c'est un opposant. Il a déclaré sa candidature. C'est une très bonne note à saluer. Maintenant, pour la question du colistière, je me dis, il n'est pas allé à la Sénat pour dire prenez mon dossier. Non, c'est une déclaration de candidature faite. Quitte maintenant, soit au cadre de concertation, soit au parti les démocrates de le porter ou à d'autres partis de l'opposition, en l'occurrence les FCBE, de pouvoir le faire. Le simple fait, pour moi, de prendre la parole et de dire « je suis candidat aux élections présidentielles de 2026 », c'est un défi qui est lancé à la classe politique tout entière. Parce qu'il y a quelques semaines en arrière, nous étions encore les mêmes acteurs à dire « nous n'avons pas de candidat ». Maintenant, nous en avons et nous allons trouver que ce n'est pas une candidature sérieuse. Non, c'est une candidature sérieuse, encore que ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve pour la première fois à déclarer sa candidature. En 2016, on l'a vu. Et quand il a déclaré sa candidature, ce n'était pas comme un simple jeu. C'est une personnalité, après tout, Daniel Eda. Et donc, pour moi, on peut se permettre de croire en l'idéal qu'il porte. Il a dit, à travers la déclaration, il n'est pas là pour diviser. Il n'est pas là pour humilier. Je suis candidat avec une vision, celle d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable, dans une Afrique bien intégrée et en plein essor, la même vision que je porte depuis 2014. Ça voudrait dire que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est vrai, j'ai été content quand il a parlé de Bertin Corvie. Bertin Corvie qui, au départ, avait été pris comme un candidat très sérieux, mais dans le feu de l'action, qui a commencé par se retrouver dans une démarche de comédien. Ça peut effectivement pousser notre réflexion à dire, bon, est-ce que ce n'est pas une sorte de comédie qui veut encore se jouer? Mais je crois que ce n'est pas le cas. Et la déclaration de Daniel Eda qui parle, je vais dire, d'une Afrique bien intégrée, ça nous interpelle. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez les difficultés que nous avons avec nos États voisins. On ne peut pas aujourd'hui diriger le Bénin sans pouvoir être en accord, en harmonie avec les autres États. Donc, si un présidentiel, dès sa première prise de parole, pense déjà à une Afrique intégrée, ça veut dire qu'il porte une vision. Maintenant, le reste, c'est est-ce qu'il pourra parvenir à obtenir le nombre de... Qu'est-ce que vous faites sur Ricard? Mais tout ce discours-là pour arriver à cette question, ça m'étonne. Non, que ça ne vous étonne Vous pas. faites tout ce discours-là pour arriver à la même question, à la question que je posais depuis le début. Non, ça m'étonne. Que ça ne vous étonne pas. C'est-à-dire, je ne vous permets pas d'aller sur cette piste-là, parce qu'aller sur cette piste donnerait l'impression que quand vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle, vous n'avez pas le droit à la parole. Non, c'est pas de ça nous parlons. C'est vrai, vous saluez tantôt le courage de l'homme et son parcours, mais moi je dirais que, bon, moi contrairement à vous, je salue le travail qui a été fait, c'est-à-dire son projet de société, penser au développement de la nation. Et j'estime que même si il n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, ce travail doit être valorisé. Vous n'êtes pas d'avis? Oui, parce qu'il a eu à faire des propositions au plan social, au plan économique. Et tout ça, c'est pour un réel développement de la nation. Oui, comme je vous ai dit tantôt, au départ, j'ai dit que j'avais suivi sur les réseaux également la déclaration très solennelle de M. Eda. Mais je ne sens pas, comment on appelle, je ne sais pas moi, l'impulsion d'être aujourd'hui l'avocat défenseur de M. Daniel Eda. Je me sens juste, donc, la passion de journaliste qui m'anime, éclairer donc le peuple. Moi, je ne trouve pas de débat outre celui de qui va porter la candidature
de M. Eda. Que M. Eda soit quelqu'un de très sérieux, je ne le mets pas du tout en doute, M. Hector. Enfin, mon cher ami Hector Zogo, je veux dire, je ne mets pas du tout en doute donc, la candidature, le sérieux, je veux dire, de la candidature de M. Daniel Eda. Je ne mets pas en doute toute sa bonne foi, toute la belle vision qu'il a pour le Bénin. Ça, je ne le mets pas du tout en doute. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a de beaux objectifs pour le Bénin. Et même quand j'écoutais ça sur mon lit aujourd'hui, enfin, cette matinée, j'écoutais, je réécoutais, j'entendais tout ce que vous avez dit. Ça me faisait enfin, beaucoup comment on appelle, beaucoup plaisir. Je me dis, voilà un Béninois qui a envie donc de voir son pays vraiment évoluer. Et moi, ma question, dès que j'ai fini d'écouter, c'est ça que j'ai exprimé. Qui porte sa candidature? Nous sommes dans un contexte bien précis aujourd'hui. C'est qui porte sa candidature? Qu'il soit opposant, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai toujours dit, c'est normal. On a parlé de plusieurs sujets sur ce plateau où j'ai soutenu le fait que certaines personnes puissent prendre la parole et donc s'exprimer dans la classe publique. C'est justement ça qui fait avancer le pays. Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux que donc de donner des avis sur la gouvernance, sur comment on appelle la gestion de la cité quand on est un homme politique? Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux? C'est cela leur rôle. Et donc, il vient, il déclare sa candidature. Mais je dis, il déclare sa candidature en lien avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme test, en lien avec le contexte actuel. Qui le porte? Qui est son colistier? Qui sont ses soutiens? C'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de rechercher ses soutiens autre que l'opposition? Et donc, vous allez penser qu'il va aller à la Sénat comme ça, en singleton, voilà. Non, ce n'est pas une question de singleton. Mais moi, je trouve aujourd'hui que c'est de l'audace. Là, le temps, c'est ça? Non, ce n'est même pas une question de temps. Moi, je trouve que c'est de l'audace qu'il faut saluer. Ah. Il faut saluer l'audace parce que les partis politiques que nous avons aujourd'hui au Bénin ont de difficultés à pouvoir même dire nous avons parmi, en notre sein, des Béninois capables de diriger à partir de 2026. Que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance, nous n'avons pas le sentiment qu'on aura de présidentiable. On n'a pas le sentiment, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment au niveau de nos partis politiques que nous aurons de présidentiable. Il faut qu'on brise ce mythe-là. On ne peut pas se retrouver à une élection, à la veille d'une élection présidentielle, où on est pratiquement à près d'une dizaine de mois, et ne absolument rien à voir. Les tests de loi, qui sont ceux-là qui mettent en place les tests de loi? Bon, les tests disent 6 mois des élections, donc... Les tests disent que c'est à 6 mois que, de façon officielle, vous allez déclarer les candidats au niveau de l'institution en charge. Justement, ils n'attendent que ça. Mais pourquoi attendre ça? Ils n'attendent que ça. Mais ce n'est pas à 6 mois des élections, de vous à moi. Le candidat que vous connaissez à 6 mois des élections, pour le contexte sociopolitique qu'on a eu depuis 1960, mieux, depuis qu'on a commencé par parler de renouveau démocratique en 1990, pour notre contexte sociopolitique, vous pensez que 6 mois suffisent pour qu'on puisse dire oui, nous évaluons effectivement cette personne-là pour savoir si elle peut diriger le Bénin. Nous avons pris pratiquement 2 à 3 ans et nous ne sommes pas arrivés à avoir les meilleurs hommes. Parce que si nous avions eu les meilleurs hommes, ceux qui ont dirigé notre pays jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas rester tout le temps à les critiquer. On aurait pu se retrouver dans une dynamique d'applaudissements. Qu'ils aient terminé ou qu'ils soient en cours de mandat, on se serait retrouvé tout le temps à dire franchement, mais au-delà de tout, celui-là, il a bien dirigé le pays. Mais on ne se retrouve malheureusement pas dans cette posture-là. Tout le temps, nous ne faisons que critiquer nos dirigeants, en l'occurrence nos chefs d'État. Et pourtant, avec ceux-là, on a eu au moins 2 ans. 2 ans en avance pour connaître leur désir d'être président de la République. On a accordé la confiance. Et plus tard, on s'est retrouvé déçus. Et vous pensez que c'est en 6 mois qu'on va réussir cet exercice-là? C'est vrai, c'est la loi qui nous donne cette possibilité-là de voir les présidentiables déclarés à l'institution dans l'intervalle de 6 mois. Mais bien avant ça, ils relèvent aussi de leur devoir de pouvoir dire oui, en notre sein, au sein de notre parti politique, voici la discussion qui se fait. C'est pratiquement le silence au sein des partis politiques, que ce soit la mouvance ou l'opposition. C'est pas ça, gouverner.
Ils font de la transparence. J'ai bien envie de me poser la question, ils ont peur de quoi? Mais voilà, de quoi ont-ils peur? Finalement, on ne parle plus de monsieur Eda, parce que ça, c'est une autre problématique que vous mettez sur le terrain. Mais la problématique a rapport à cette candidature. Pour moi, c'est de l'audace et il faut apprécier ça. Si les partis politiques ne veulent pas prendre leurs responsabilités, s'il y a des individus qui veulent quand même prendre la parole, ils n'ont qu'à prendre la parole, quitte aux partis politiques maintenant de discuter avec eux plus tard pour pouvoir les positionner. Voilà, pour que l'audace puisse porter des fruits, puisse être une audace, on va dire, enfin, très sérieuse, moi je propose que ce soit, enfin, on dit une audace, voilà, une audace très sérieuse. Excusez-moi surtout, bon, on s'emporte légèrement, toutes mes excuses. Donc je disais quoi? Je dis que pour que cette audace-là soit très sérieuse et qu'on puisse dire, ah, aujourd'hui, on a un candidat, un potentiel candidat à l'élection présidentielle, il faut que ce soit au sein d'un parti politique. Et c'est là que moi, je dirais que c'est très audacieux. C'est à partir de cet instant que moi, je dirais que c'est très audacieux. Sinon, quelqu'un qui se met hors de tout ce qu'il y a comme règlement, tout ce qu'il y a comme code, et qui connaît toutes les réalités qu'il y a aujourd'hui, et qui va, c'est-à-dire, il vient tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous voulez dire que Daniel Eda est un plaisantin? Je n'ai jamais dit que c'est un plaisantin. Je vous ai même dit que quand j'écoutais le discours très solennel qu'il a fait, j'étais très ému. J'ai dit, voilà un Béninois qui a de belles ambitions pour son pays. Je pense qu'il est très sérieux. Mais moi, dans la démarche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai dit, pourquoi ça ne peut pas porter des fruits? Je l'ai dit. Le respect des textes. Mais c'est ça. Il faut mettre tout ceci en lien avec ce que nous avons comme règles en ce moment. Les règles du jeu sont comment? Ce sont ces règles du jeu-là, c'est sur cette base-là qu'on marche, qu'on soit d'accord ou pas. C'est ça d'abord la première des choses. Et toi, je n'ai pas fini. Maintenant, ça c'est pour M. Eda. J'espère en tout cas que vous avez compris cet aspect. Et on a fini d'ailleurs avec M. Eda. Maintenant, je reviens sur un autre problème, parce qu'il est parti du problème de M. Eda pour retomber dans un problème qui pour moi, n'est pas en lien avec ça. Le fait que, par exemple, les autres tardent, par exemple, à dire leur candidat, à donc présenter leur duo de candidats au peuple béninois, ça peut s'expliquer par plusieurs autres choses. Première chose, ce sont les réformes. C'est là où il faut faire très attention. Et écouter peut-être ceux qui sont aussi contre les réformes. On voit ce que les réformes nous donnent aujourd'hui comme résultat. C'est l'un des résultats. Voilà. On a du mal à se décider au sein des obédiences politiques pour dire, voilà, voilà notre duo. Donc, on est plutôt réticent. On voit comment sont les tests réellement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les tests? Donc, tout le monde réfléchit. Ça, c'est un premier point. L'autre chose aussi, ça peut être la stratégie politique dans leur camp, chacun dans son camp. On attend de voir quand ils vont donner leur candidat. Désormais à eux, vu toujours les réformes en cours. Donc ils vont se dire, mais attends, il faut être très stratégique. Il ne faut pas qu'on dise le nom de nos gars tout de suite et que juste après, on leur sort leur casserole et juste après, ils ne pourront plus être des candidats très sérieux. Le peuple va dire, voilà, c'est ceux-là que ceux-là veulent nous présenter. Nous, on n'en veut pas. Maintenant, ça peut être lié aussi à des difficultés au sein même du parti parce qu'il y a plusieurs potentiels, voilà, il y a plusieurs ambitions qui se croisent et donc il faut aller tout doux pour ne pas donc frustrer, casser la dynamique, créer donc des clivages au sein donc des partis politiques. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent être pris en compte dans ce cas-là. Et c'est pourquoi moi je dis, ne mélangeons pas les choses. Pour M. Eda, ça c'est un commentaire qu'on doit faire bien précis et ça il faut le mettre en lien forcément avec les réformes actuelles, avec les tests que nous avons. Quand tu veux partir, tu veux jouer à un jeu. Et tu dis que non, toi tu ne veux pas tenir compte des règles, toi tu... Non, on a dit que c'est des partis qui portent des candidatures. Ça, il faut le dire, il faut que le peuple le sache. Non, je voudrais quand même rebondir. Je voudrais rebondir parce que ce que j'entends là, ça me... Non, écoutez, qui vous dit que ce n'est pas une stratégie de l'opposition? Bon, c'est possible aussi. Puisque celui qui s'est présenté, ce n'est pas un citoyen lambda. C'est quelqu'un qui appartient, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui appartient au cadre de concertation de l'opposition. Le cadre de concertation a été mis en place quand? Ce n'est pas un parti politique, le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est le regroupement des partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas un parti politique. Est-ce qu'on est d'accord? Le cadre de concertation, c'est le regroupement des partis politiques de l'opposition. Et ce cadre de concertation a été mis en place pour dénoncer davantage ce que les partis politiques de l'opposition n'ont pas le courage
de dénoncer vis-à-vis de la gouvernance de Patrice Talon. Quand en leur sein, un des leurs se déclare pour dire « je suis candidat aux élections présidentielles », il faut le prendre au sérieux. On ne s'est pas retrouvé, on n'est pas à l'étape du dépôt de candidature. C'est deux choses différentes. Entre le fait de déclarer sa candidature et le fait de déposer le dossier de candidature, c'est deux choses différentes. Mais attendez, demain, quand il sera l'heure de déposer les candidatures, on saura si Daniel Eda a derrière lui un parti politique ou pas. Mais après tout, ce n'est pas quand même un novice dans la politique. Si c'était un citoyen lambda, si c'était moi, Hugues Hector Zogo, qui me suis retrouvé par exemple, vous avez vu le nombre d'organes de presse écrites qui l'ont annoncé en manchette, ça aurait dit que ce n'est pas un simple jeu. Non, pas forcément. Mais écoutez, quel organe de presse va... S'il veut communiquer, il sort les moyens de communiquer. Mais évidemment, c'est ce que je vous dis. Oui, allez-y pour la question. Le cadre de concertation, on peut proposer une candidature, un duo de candidats. C'est une question que je me pose. Mais moi, je vous entends parler. Non, mais je ne vous ai pas dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Pourquoi vous voulez embrouiller les pistes? Je ne vous ai pas dit. On n'est pas encore à l'étape du dépôt de dossier de candidature. Il veut juste démontrer que ça peut être une stratégie de l'opposition. Mais c'est ça. Au même moment où vous avez parlé des difficultés, au même moment où vous dites de respecter les lois. Les textes de loi ne disent à aucun moment qu'un citoyen ne peut pas déclarer sa candidature. Non, je ne sais pas si. Est-ce qu'au Bénin aujourd'hui, non, les textes de loi que nous voulons respecter, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, il y a un article d'une loi qui nous dit que le citoyen béninois ayant déjà 40 ans et détenant ses droits politiques n'a pas la possibilité de dire « je suis présidentiable ». Il faut qu'on arrête d'entourer de mythes cette loi-là qui a été votée à l'Assemblée nationale. On dit, certes, que c'est un parti politique qui vous déclare devant l'institution, c'est-à-dire devant la Sénat. On attend quel parti va déclarer Daniel Eda devant les institutions bientôt. Et on attend également de découvrir son colistier. Évidemment. Bientôt. Attendons. Même donc c'est le temps. C'est-à-dire que c'est le temps. Même la mouvance présidentielle, d'accord? La mouvance présidentielle, puisque la plupart de ceux qui ont travaillé à ce test de loi-là, à l'Assemblée nationale, ce sont des députés de la mouvance présidentielle. Vous allez me dire que ces députés-là aussi ont de difficultés aujourd'hui au sein des partis de la mouvance à pouvoir nous permettre de connaître les candidats. Nous, en tant que citoyens, on a besoin de connaître les candidats. On ne va pas élire un chef d'État juste parce que, bon, voilà, on a entendu tel. Non, non. On a besoin de connaître ceux-là qui veulent être présidentiables. Il faut qu'on nous les présente. Et c'est du devoir, du ressort des partis politiques de le faire. On ne va pas entourer ça de mythes. Pourquoi l'entourer de mythes? Les textes de loi, il faut les respecter, c'est un fait. Mais il faut respecter aussi le droit du citoyen d'avoir le temps maximal nécessaire pour juger de celui qui veut être présenté candidat pour les élections présidentielles. Voilà, nous allons Il y a plusieurs problématiques que vous évoquez ensemble. Ça vous dérange? Un débat, c'est aussi ça. Oui, mais en fait, la mise en lien de la candidature... Il fait le lien. Il fait le lien. Le lien ne se fait pas. Comment c'est pas la même chose? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je dis là? Bon, on n'a plus le temps, hein, Carole. Si j'ai le temps, je peux Non, si vous avez le temps. Non, nous n'avons plus le temps. Nous allons aborder le second sujet, visiblement tiraillé entre les deux obédiences. Rongwedi, déjà sur le bon chemin, devrait faire le choix de la sagesse. Non, moi j'ai compris en politique que chez nous, il n'y a pas de choix, de sagesse chez nous en politique. On fait des choix pour essayer d'arriver à gérer la chose publique, d'arriver à être un parti qui compte dans le pays, arriver à être une personnalité dont la voix compte. C'est la seule voix qui compte aujourd'hui dans le pays. Atteindre ses ambitions, atteindre ses objectifs, c'est ça la politique chez nous. Donc la voie de la sagesse, je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est quoi quelle décision Adrien Rongwedi peut prendre aujourd'hui et qui traduirait la sagesse de sa part?
Voilà. Non, j'ai déjà dit. Est-ce de rester oublier dans la sagesse, mouvance ou d'aller vers l'opposition? Non, oubliez déjà cette histoire de sagesse. Ça, c'est la première des choses. Dites plutôt quelle décision est-ce qu'il va prendre pour arriver à atteindre ses objectifs à lui. C'est ça le plus important. Quand on prend par exemple le cas de M. Oumbédi, il était bien dans de la mouvance présidentielle. À un moment, il a fait des déclarations et on se demandait, mais finalement, il est de quel bord? Un peu comme Nouroudine Saka Saleh fait au sein donc des démocrates. Donc, on est un peu dans ce cas. C'est quoi? On se demande finalement, il va choisir quoi? Personne bien malin qui pourra nous dire aujourd'hui, M. Oumbédi, c'est sûr qu'il va aller vers tel côté. Ah, c'est sûr qu'il va aller vers tel côté. On ne sait pas encore. Et j'avais dit très tôt, quand il avait fait cette déclaration, je dis certainement que Maître Adrien Oumbédi veut se repositionner politiquement. Et le temps est en train de me donner raison finalement. C'est une manière de se repositionner, de se refaire donc, en matière de politique. Et il est en train de reprendre encore, donc, je ne sais pas moi, je vais dire, son pouvoir de faiseur de roi comme dans le temps. Il était souvent le troisième, il fallait donc, voilà. Donc il est un peu dans ce rôle-là toujours, pouvoir donc avoir de l'influence sur donc, la place politique dans la gestion, enfin dans la discussion politique, même dans les débats politiques. Oui, même à l'ère des réformes, il faut être influent. Donc cette influence-là, il le cherche. Peut-être être influent du côté donc, de l'opposition, être influent, par exemple, du côté de la mouvance. Maintenant, s'il voyait à un moment certainement qu'il n'existait plus réellement sur le plan politique, parce que le PRD, à un moment, a été phagocyté par l'UP, il était devenu UPR, ainsi de suite, et on se demandait, il pourrait se poser cette question-là, je fais quoi finalement aujourd'hui en tant qu'homme politique au Bénin? Donc, à un moment, il fallait taper du poing sur la table, il a tapé du poing sur la table, il a mis de la poussière partout, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, finalement, on dit, ah, c'est Maître Adrien Oumbédi, il est là. C'est d'abord les opposants qui sont partis en premier, toute la vague, on a été le voir, le rencontrer, le féliciter pour ses déclarations, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est par exemple Maître Diogbenou qui va vers lui également pour essayer de savoir, certainement, où est-ce qu'il se positionne finalement. Est-ce que vous voulez nous lâcher? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous n'allez pas continuer avec nous? Donc, négocier toujours. Voilà, donc il est dans cette logique-là. Et je l'ai dit depuis le départ, se repositionner, c'est ça la logique aujourd'hui. Il veut se repositionner. Oui, malgré les réformes, on peut se repositionner, Hector. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Oui, Hector Zongo. Moi, je n'ai pas eu une déclaration de Maître Adrien Oumbédi jusqu'à la date d'aujourd'hui qui démontre qu'il n'est plus de la mouvance présidentielle. L'Union progressiste, le renouveau, c'est quand même plusieurs entités. L'Union progressiste que nous connaissions et le PRD que nous connaissions. À la date d'aujourd'hui, il n'a pas fait une déclaration officielle. Du moment où il n'y a pas eu de déclaration officielle pour démontrer que le PRD, parti politique qu'il a dirigé pendant plusieurs années, ne se retrouve plus dans la dynamique d'accompagner les actions du gouvernement, pour moi, ça reste et demeure une exigence morale pour Maître Adrien Oumbédi. Il est de la mouvance présidentielle. Ce que nous ne savons pas faire chez nous, malheureusement en Afrique, c'est que dès qu'on est ensemble et que ça ne va pas, quand vous portez de la voix, on trouve tout de suite que vous n'auriez pas dû. On trouve tout de suite que vous n'avez pas la possibilité de le dire. Mais si nous voulons rester ensemble, il faut qu'on puisse l'être de façon sincère, de façon crédible, de façon véridique. La justice sociale dont nous parlons tout le temps, la justice sociale nous recommande, à un moment donné, d'être direct dans nos analyses, dans nos objectifs. Donc, pour moi, Maître Adrien Oumbédi, à un moment donné, a constaté un certain nombre de faits. Peut-être qu'à l'interne déjà, il a tenté d'essayer de les relever. Et malheureusement, il n'aurait pas pu être écouté. Il a donc trouvé une autre stratégie. Et la stratégie, c'est de prendre la parole publiquement. Et quand il a fait 1 ou 2, 3 fois, ben voilà, on a pu comprendre que donc c'était si sérieux ce qu'il disait. Est-ce qu'il faut le laisser continuer par faire des déclarations de cette manière-là? Le faire, c'est que ça fragilise la famille politique à laquelle il appartient.
et la démarche de maître Joseph Diogwenou, le professeur Joseph Diogwenou, d'aller le rencontrer, s'inscrirait peut-être dans cette dynamique-là de OK, il y avait peut-être des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Là maintenant, revoyons-nous, discutons et trouvons ensemble les meilleures formules politiques. Maintenant, quant à l'opposition qui s'est déplacée en masse pendant cette période-là, je me dis, est-ce que c'est forcément par rapport aux déclarations qui ont été faites? Parce que Maître Adrien Ngoueyi, il a été quand même à la tête de notre Assemblée nationale 3 fois de suite, donc deuxième personnalité de l'État. Et quand on se retrouve à la veille des élections aussi sensibles comme celle présidentielle, toutes les cartes sont je vais dire, à zéro, tout est remis sur table et donc on se dit il faut aller peut-être prendre conseil, il faut partager, même si on n'est pas de la même obédience politique, il faut partager nos inquiétudes avec la personnalité, lui dire ce que nous pensons. Maintenant, si en tant que personnalité politique, elle-même décide de porter notre voix, bien qu'on soit de l'opposition, ça aurait été utile pour la nation. Donc pour moi, je prends les choses sous ces deux aspects-là, mais Maître Adrien Ngoueyi reste et demeure un acteur de la mouvance présidentielle. S'il n'est pas d'accord, il fait une sortie telle qu'il en a l'habitude et il dit clairement, moi je ne suis plus de la mouvance présidentielle. Parce que les Porte-Noviens, par exemple, beaucoup de Porte-Noviens vont l'attendre, parce que vous savez que son fief, c'est quand même la capitale politique de notre pays. Donc il suffit seulement qu'il prenne la parole aujourd'hui pour dire, écoutez, on a fini d'accompagner la mouvance présidentielle, on ne veut plus continuer avec cette même politique-là qui se développe dans le pays, et des gens vont se rallier. Et donc, pour moi, sa prise de parole, de façon officielle, pour dire, oui, nous ne continuons plus, d'appartenir à la mouvance présidentielle, c'est la seule chose qui pourrait nous permettre de tirer les conclusions et dire qu'il est désormais du côté de l'opposition. Sinon, pour moi, il n'a pas changé. Il a certes été critique à un moment donné, et ça, c'est quand même l'attitude à adopter quand vous avez déjà gagné un certain nombre de choses dans votre parcours politique et intellectuel. Voilà. Je suis content du discours d'Hector. On a fait d'autres débats sur Maître Adrien Ngoueyi. Et je crois que les choses existent. La politique ça évolue, oui. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Votre argumentaire par rapport à Maître Adrien Ngoueyi a légèrement évolué. C'est une bonne chose aussi. Nous sommes en politique, les choses évoluent. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que notre confrère, visiblement tiraillé entre les deux obédiences, ça, il a bien vu. Il est visiblement tiraillé. Ça, c'est vrai. Ça, moi, je pense que c'est une vérité. À un moment, on a tous constaté, il n'était plus du tout en odeur de sainteté avec le reste de ses compagnons. Je veux parler de l'UPR et autres, de la mouvance et tout ça. Donc il est monté au créneau pour dénoncer exactement les mêmes choses que dénonçait l'opposition. Donc ça veut dire qu'à un moment, il avait exactement les mêmes griefs contre ses amis que ceux que l'opposition avait. Donc, on pouvait se poser la question, et on s'est tous posé cette question-là. Il y a un souci. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait au sein de son groupe, au sein donc de son parti, pour essayer donc de les convaincre et de les ramener peut-être à l'ordre au sein du parti, pour ne pas créer de cacophonie, tout ça. On a tous décrié, on a tous crié, on a dit, voilà, on aurait pu peut-être agir comme ça. Mais à aucun moment, quelqu'un n'a dit que Maître Adrien Ngoueyi n'avait pas le droit de s'exprimer dans le pays. Il a le droit. Tout comme, je le dis toujours, tout comme Nouroudine Saka Saleh, qui a le droit également à un moment de dire, voilà, dans mon truc, je leur dis ceci, ils ne veulent pas tenir, ils ne sont pas suffisamment durs, je leur dis de prendre Rekia comme candidat, mais ils ne veulent pas l'entendre, ainsi de suite. Donc, il a sa manière d'être dans son parti politique. Ok? Maintenant, moi je dis, pourquoi est-ce qu'on ne règle pas les problèmes à l'interne? Ça, c'était l'autre débat. Je voulais faire cette précision-là pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, aujourd'hui, il est visiblement tiraillé, c'est une réalité. Il reçoit tout le monde. Pourquoi il ne dit pas publiquement, non, vous là ne venez pas chez moi, je suis désormais ici. Donc ça veut dire qu'il a envie de faire un choix.
Et dès l'instant où il y a un choix, ça veut dire qu'on est plus ou moins embarrassé. On se dit, mais finalement, je vais vers où? Qu'est-ce que je fais? Donc, il va étudier la situation politique chez nous et étudier aussi les offres. Oui, non, mais c'est ça, Carole. Étudier les offres. Il n'a plus étudier les offres. Permettez-moi de finir d'abord. Non, je vous donne juste un élément. Bon, écoutez. Je vous donne juste un élément. Je fais l'effort de ne pas vous arracher la parole aussi. Non, ce n'est pas que je vous arrache de la parole. Il n'a plus d'offres à suivre parce que l'UPR tient compte de la présence juridique du parti PRD. C'est juste la note que je voulais apporter. Voilà ce qu'il en dit. C'est pas un personnage. Le fil. Sinon, ce que je disais, c'était quoi même? Je ne sais même plus. Oui. Vous étiez en train de dire ça peut arriver que il va analyser les offres. Il a oublié finalement d'étudier un peu les offres. Si tu avais des griefs contre tes amis, ça veut dire qu'à un moment, tu te dis que mais, ces gars-là ne suivent plus moi ma ligne. Il faut que je puisse m'affirmer, il faut que je puisse changer soit de directive ou de direction, changer de manière comment on appelle, d'agir dans la classe politique. Donc, il est vraiment tiraillé parce qu'il a exprimé à un moment. Maintenant, voilà que tout le monde revient vraiment vers lui. L'opposition était partie, ça a été très cordial, on a vu les images à la télé, enfin, non oui, à la télé, on a vu également sur les réseaux sociaux comment est-ce que l'ambiance était très bonne, comment est-ce que donc les partisans de l'opposition, les membres de l'opposition étaient satisfaits de comment on appelle, de la nouvelle posture de Maître Adrien Ngouedji. Et aujourd'hui, ce sont ses amis qui reviennent, certainement pour lui dire, ok, on a compris tout ce que tu as dit, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Là, maintenant, il va se dire, mais comment est-ce que je fais? Puisque finalement, mes amis m'écoutent. Justement, comment il pourra faire preuve de sagesse dans son choix? Voilà. Vous avez présenté les deux. Je vous ai dit, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix pour mettre Adrien Ngouedji. Quel choix traduirait mieux la sagesse? Si vous parlez de réforme politique, les tests en vigueur. Les tests en vigueur. C'est vous qui parlez de tests qu'il faut respecter. Il s'est laissé aller au test. Mais vous savez, vous venez de le dire, au-delà des tests, si Ngouedji dit, on ne suit plus le président Patrice Talon. Ngouedji va le dire, mais le PRD... Le peuple suivra. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'estime que c'est ça l'essentiel, parce que c'est ce résultat-là qu'ils sont tous en train de négocier. Quand on parle des offres, en réalité, ça ne pourrait que se traduire par là. Carole, ce que la notoriété de l'homme. Ce que je voudrais quand même comprendre, est-ce que le PRD, de façon juridique, existe encore? Non. Alors, si le PRD, de façon juridique, n'existe plus, et que le PRD s'est retrouvé avec l'UPR à l'air... Il n'a pas besoin de brandir... Non, attendez, suivez-moi. Politique, avant de se désolidariser de la mouvance. Carole, je vais vous dire une chose. Le PRD existe ou n'existe pas, c'est un non-débat quand on prend aujourd'hui Maître Adrien Ngouedji seul comme ça. C'est un non-débat, c'est un débat qui n'existe pas. J'ai donné une fois l'exemple de ma mère ici. Si on dit ma mère que Ngouedji est en train de se promener devant le quartier là-bas tout de suite, elle va courir pour sortir, pour aller voir son leader, elle va voir c'est qui. Ah oui, c'est lui, ah, ça va, c'est comme... Voilà, elle sera contente parce que c'est leur leader, c'est lui qui les avait rassemblés au tout début. Cette force-là, il l'a. C'est comme quand il y a eu Boni, il y avait eu le quiproquo entre Boni et Yahi. Attendez, je finis. Au-delà des textes d'un papier, de ce qui est dit sur un papier, l'influence des individus, ça compte. Seules les paroles de l'homme peuvent agir. Attendez, je vais finir. Je fais aussi cette analogie-là pour que ce soit un peu plus clair. Je dis, quand il y avait le quiproquo au sein des FCBE, dans le temps là, où on a dû finalement laisser les FCBE à M. Nkpe et les autres, est-ce que ça empêche aujourd'hui Yahi Boni d'être influent dans le pays? C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Maître Adrien Ngouedji constitue, mais attendez, une force politique incroyable, tout le monde le sait. Ne serait-ce que dans les circonscriptions électorales autour de Porte-Nouveau et Porte-Nouveau lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc à partir de cet instant-là, on ne parle plus, quel PRD, on ne parle plus de tout ça. Ça c'est pour moi, que le PRD existe, que le PRD existe ou pas. Je suis heureux. Maître Adrien Ngouedji
a cette force-là. Et il pourra toujours l'exprimer. Et c'est là où je dis, il est vraiment tiraillé. Et ça, c'est moi qui le pense. Il est vraiment tiraillé. Tiraillé au vu de tout ce qu'il a eu comme on appelle, les discours tout au long des derniers mois. Il a dit des choses. Lorsqu'il y a eu comment on appelle, une conférence pour les jeunes et tout ça, il a dit des choses. Avant même ça, il avait dit des choses et tout cela se rapprochait exactement à l'argumentaire donc de l'opposition. Et on se disait, mais Maître Adrien Ngouedi, finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de quitter la mouvance présidentielle? Et aucune réforme n'empêche un individu de partir et de quitter, par exemple, un parti politique. C'est écrit où dans les réformes? Il n'y a aucune réforme qui l'interdit. Non, ne mélangeons pas les choses. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que moi, je veux dire, c'est quoi? Tu peux réagir. Et pour finir, il va finir. Vous avez dit, je vous le répète, devra faire le choix de la sagesse, enlever sagesse dedans. Je dis, le choix qu'il doit faire là, c'est le choix de ses ambitions, le choix de ses objectifs, le choix de ses intérêts. C'est tout. Tout le reste, la sagesse, quelle sagesse? Quand j'entends ça, je me pose la question de savoir si le président Patrice Talon ne serait pas en train d'avoir très mal en son tréfonds. Parce que quand on passe pratiquement 10 années à dire qu'on est en train de travailler aux réformes politiques, quand on a des acteurs qui ont soutenu vaille que vaille ces réformes-là, qui est crié qu'en réalité, notre pays a réussi ce qu'on appelle la réforme du système partisan, et que ce matin, j'entende dire que les réformes n'empêchent pas... C'est une analyse de la réalité. Laissez-moi que j'entende dire que les réformes n'empêchent pas un leader de laisser le parti politique et d'affirmer sa conviction. Je me dis, la conclusion, chacun peut la tirer de par sa position. Chacun peut tirer cette conclusion par rapport à cette réforme-là. Parce que de par le passé, on l'avait toujours évoqué, mais nous étions combattus dans notre dynamique. Mais fort heureusement, ce matin, j'ai eu la preuve, j'ai eu la certitude de ce que cette réforme-là n'a pas pu résoudre l'équation de départ. Parce que si au cœur de la réforme, le PRD peut partir du côté de l'UPR tel qu'on l'a retrouvé, et que Maître Adrien Ngouedi, en tant qu'individu à lui seul, peut se retrouver à porter toute une masse, où est la réforme du système partisan qui a été tant prônée? Où est la conséquence de cette réforme-là? Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails, mais je crois quand même que nous devons avoir, malgré tout, au cœur de la politique, ce qu'on appelle l'éthique. Vous aviez entendu tout à l'heure, quand vous lui avez posé la question de savoir, la sagesse, laquelle va animer Maître Adrien Ngouedi, il a été clair, il vous a dit que pour lui, il n'y a pas de sagesse. Pour lui, ce qu'il y a, c'est l'intérêt personnel. Et je me réconforte dans ma posture quand je dis que Maître Adrien Ngouedi a été celui qui a amené l'argent, l'achat de conscience en 1991. C'est des affirmations fortes. C'est des affirmations prouvées. De par le passé, on a encore eu un acteur influent du PRD qui nous a démontré que, de par le passé, effectivement, il prenait de l'argent. Est-ce que ça doit être continuel? Ça ne doit pas être continuel. On ne peut pas encourager ça. Vous n'avez pas les preuves de cette affirmation. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dite. Quand l'intéressé, c'est un député à l'Assemblée nationale, quand il a fait la déclaration, les institutions qui doivent quand même l'interpeller ne l'ont pas interpellé. Et vous prenez ça comme... Que voulez-vous que je fasse? La source de votre information? Mais elle est crédible. Ce n'est pas moi, c'est une déclaration alarmiste et qui concerne le système partisan. Nous allons finir. Ce sont des réalités que nous vivons malheureusement. Nous allons finir. Sinon, moi, ce que je voulais dire, je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit par toi, mais je veux parler justement par rapport aux réformes. Je n'ai pas compris d'abord pourquoi on passe tout de suite sur les réformes. Bon, ça, je ne veux pas trop en discuter. Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas pourquoi il faut forcément prendre le contre-pied à chaque fois. Bon, enfin, après, on va peut-être... L'idéal, c'est d'en parler là, puisque nous sommes au cœur du débat. C'est que
bon, c'était compliqué quoi. J'ai l'impression qu'on va du coq à l'âne. Sinon, ce que je veux dire, c'est quoi? Maître Adrien Oumbédi, quand on prend l'individu aujourd'hui, dans les réformes, il n'y a rien qui empêche un individu de dire je démissionne ou bien je quitte un parti politique. Il a toujours le choix. Et c'est pourquoi l'autre se demande, mais est-ce qu'il n'est pas tiraillé entre les obédiences? Et on dit que notre confrère, il a raison de le titrer ainsi. Parce qu'il a le choix. Il peut décider que, bon, à partir de maintenant, moi, Oumbédi, je ne suis plus dedans. Comment on appelle, il y a eu la paix. Il y a eu la paix dans le temps. Il a laissé le père de Cori. Vous savez comment Yahya a apporté ça dans ce pays-là? Allez même, je crois, peut-être même dans la clôture de sa maison, quelque part. Merci Oumar Deyodou, merci Hector Zogo. Qu'est-ce que les réformes ont à voir avec ça? Moi, je ne sais pas. Les téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et internautes feront leur propre opinion. Ce n'est que des analyses, ce n'est que des arguments avancés pour défendre des positions sur ce plateau, et vous aurez également à votre tour de faire la part des choses à votre niveau.